Merci de nous rester fidèles. C'est New World Forum qui parle cette semaine de figures politiques africaines assimilées à des hommes de la France, entre guillemets. Nicolas Gruniski, entre autres, Mabongo, Alassane Ouattara. Au détour d'un ouvrage publié par deux universitaires togolais comme la Cousin et Kofi Tepe Tigbe, co-auteur, le professeur Tigbe, qui nous fait l'honneur d'être au plateau d'ailleurs cette semaine avec le professeur Esso Adam Bachana. Ils sont tous historiens, ils sont enseignants-chercheurs à l'université de Lomé. Merci de rester avec nous pour cette seconde partie. Merci. Au cours de la première, nous avons beaucoup évoqué l'histoire politique du Togo et je me suis rendu compte que la France, de loin ou de loin, était quand même très mêlée au déroulement politique du Togo. Il est plusieurs fois revenu homme de la France. Et dans l'ouvrage, vous en avez parlé, professeur Tigbe, que désignez-vous par homme de la France, en fin de compte? Alors, quand on parle de homme de la France, on veut désigner des pions de la France. C'est-à-dire que des gens qui ont été positionnés par la France pour que les intérêts français en Afrique soient sauvegardés. Et je pense qu'on va faire un petit détour historique pour mieux rendre compte de cette réalité-là. Vous savez très bien que ce n'était pas de gaieté de cœur que la France a lâché ses colonies. En 1984, à la conférence de Brazzaville, lorsque le général de Gaulle a rassemblé ses lieutenants pour envisager l'évolution politique des colonies, il n'était pas du tout question d'envisager une quelconque indépendance de ces colonies-là. Malheureusement ou heureusement, malheureusement, je pense beaucoup plus que c'est malheureusement, c'est cette année-là que les gens évoquent comme étant le début du processus de la décolonisation. Or, dans la pensée de la France coloniale, ce n'était pas une question d'aller vers une certaine décolonisation au bout de laquelle ce sera une indépendance des colonies. Alors, au moment où des forces centripètes et centrifuges, notamment la pression des Nations Unies, l'intervention active des États-Unis et de la Russie, et puis des luttes internes aux colonies, vont amener progressivement la France à accepter d'évoluer vers la proclamation de l'indépendance ou l'accession des anciennes colonies à l'indépendance, la France a pris toutes les dispositions pour qu'au jour de ces États indépendants, qu'elle puisse avoir encore une mainmise sur ces anciennes colonies. C'est ce qui va expliquer le fait que des accords de coopération vont être signés à partir de la fin 58 jusqu'en 60. Et dans ces accords-là, il a été évoqué des relations diplomatiques, des relations militaires, des relations économiques, notamment des questions monétaires. Alors, au moment où l'indépendance a été prononcée, pour la majeure partie de ces États-là, la France devait s'assurer de ce que ceux qui vont prendre le pouvoir au jour d'une Afrique indépendante soient ces gens-là qui puissent protéger les intérêts français. Vous voyez, le cas de la Guinée de Sékou Touré est illustratif à juste titre. À partir du moment où la France a compris que Sékou Touré n'était pas l'homme qui devait faire son affaire, la France a rapatrié tout ce qu'elle avait en Guinée et a mené la vie dure à Sékou Touré. Mais parmi les chefs d'État de l'Afrique indépendante que la France a aidé à mettre en place, il y avait ceux-là qui étaient, je peux le dire ainsi, c'est pas méchant, mais des valets de la France. Je fais allusion à Houphouët-Boigny, par exemple, qui, en Afrique de l'Ouest, avait à gérer, à préserver les intérêts français. D'ailleurs, à ses obsèques, aux obsèques de Houphouët-Boigny, Giscard d'Estaing était allé en Côte d'Ivoire. Giscard d'Estaing, l'ancien président français. Et dans son discours, il a salué la mémoire d'un chef d'État sage, entre guillemets, qui a
préserver durant sa vie les intérêts français en Afrique. Ça veut tout dire. Vous avez un chef d'État comme Modibo Keïta, le président malien, l'ancien président malien, qui était considéré par la France comme un mauvais élève. Parce que Modibo Keïta, à un moment donné, a décidé de sortir du giron monétaire de la France pour battre sa propre monnaie. Et on lui a rendu la vie dure. À un moment donné, il était obligé de se rétracter pour revenir dans le giron français. Nous avons Sylvanus Olympio. Et Sylvanus Olympio, on le disait tantôt, c'est quelqu'un qui n'a pas évolué dans le cadre français. Et donc, il n'est pas francophile. Et la France s'en méfiait. D'ailleurs, lorsque Nicolas Grunitzky a pris le pouvoir en 1963, à la suite du décès de Sylvanus Olympio, les réseaux france-africains ont eu à se prononcer par rapport au changement de politique et d'idéologie politique au Togo. Et le ministre des Affaires étrangères français de l'époque a eu à tenir un discours en disant qu'il s'honorait du fait que Nicolas Grunitzky, qui est considéré comme l'ami de la France, soit arrivé au pouvoir et que Sylvanus Olympio, qui était considéré comme ennemi de la France. Et ça, les mots ont leur sens. Il a dit, venant d'un diplomate, cela peut choquer, qu'on dise qu'un chef d'État africain soit considéré comme ennemi de la France, et ça veut tout dire. Simplement parce que Sylvanus Olympio avait sa vision de la politique. Il voulait montrer à tous ceux qui, comment dirais-je, le considéraient comme un président rebelle, il voulait leur montrer qu'en fait, l'indépendance devait marquer la rupture entre ce qui se passait pendant la période coloniale et ce qui devrait passer après la période coloniale. Et donc pour lui, la diplomatie doit être agissante et que le Togo doit pouvoir s'ouvrir à tous les pays amis qui voulaient collaborer avec le Togo. Et c'est ce qui l'a amené d'ailleurs à se rapprocher de la Yougoslavie de Tito et des pays de l'ancien URSS, etc. Et donc, eu égard à tout cela, on est en droit quand même de penser qu'il y avait ces hommes-là qui étaient considérés comme des hommes de la France et ces hommes qui étaient considérés comme des ennemis, entre guillemets, de la France. Mais est-ce qu'on peut être dirigeant, franchement, si on pousse l'analyse au fond, est-ce qu'on peut être dirigeant d'un pays francophone sans être, entre guillemets, homme de la France, professeur Bachana? Je pense que il faut, avant même de répondre à votre question, replacer les choses dans leur contexte. Il a dit le processus qui a amené les États africains à accéder à leur indépendance. Dans la plupart des cas, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique, ça n'a pas été un processus violent, comme ça a été le cas par exemple en Indochine ou comme ça a été le cas en Algérie. Dans le contexte de l'Afrique au sud du Sahara, on parle des indépendances négociées. En tout cas, elles ont été progressives. Dans ce processus progressif, bien évidemment, la France a pris soin de s'assurer que ceux qui arrivent au pouvoir sont des gens qui sont prêts à sauvegarder les intérêts de la France. C'est de bonne guerre en réalité. C'est de bonne guerre. Ça, c'est un premier élément. Le second élément, il faut relever le contexte politique de l'époque caractérisé par ce qu'on a appelé la guerre froide, où depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et particulièrement à partir de 1953, il y a eu véritablement deux blocs. Et à partir de ce moment-là, oui, la France devrait s'assurer que ceux qui dirigent les États nouvellement indépendants en Afrique sont du bloc occidental et non du bloc soviétique. Il a évoqué le rapprochement avec les États de l'ex-Union URSS, le rapprochement
avec Tito, qui était considéré comme l'un des chantres de ce qu'on a appelé le tiers-monde, je parle de Sylvanus Olympio, n'aurait pas plu. Or, lorsque vous prenez quelqu'un comme Nicolas Grunitzky, oui, il a été, depuis 1946, positionné par la France et connaît bien les rouages français. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut être chef d'État africain, même en 2020, sans être un allié de la France? Je pense que, même si le contexte a évolué, a énormément évolué, il ne faut pas être dupe. On ne peut pas, en tout cas, être un président africain aujourd'hui encore et avoir toutes les mains libres pour exercer si on se met à dos un certain nombre de puissances, dont la France. Ce que je veux ajouter, c'est que même au Togo, au fort moment de la crise sociopolitique que Tchikwi Achadam a lancé en août 2017, on s'est rendu compte que des appels ont été lancés à la France de la part justement des hommes politiques, de l'opposition, pour dire qu'il faut que la France aide le Togo à sortir de sa crise. Et même les hommes politiques ont dû voyager pour aller en France, pour négocier, entre guillemets, la sortie de crise. Et quand vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, justement, Alassane Ouattara a commandé, entre guillemets, c'est mon point de vue, ça peut ne pas être cela, mais c'est ce que moi je pense, a commandé la rencontre avec Emmanuel Macron pour pouvoir amener Emmanuel Macron à légitimer sa candidature. Et au même moment, son troisième mandat. Et au même moment, vous allez voir que la classe politique de l'opposition a lancé un appel vibrant à Emmanuel Macron pour lui dire, mais il faut qu'il se prononce. Oui. Donc cela veut dire que... l'a fait, Guillaume Soro également. Guillaume Soro l'a fait. Même a dénoncé le silence assourdissant de la France. Voilà, même Bédier l'a fait. Cela veut dire simplement qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient, et comme il l'a si bien dit, nul n'est dupe. Tout le monde est conscient que la France a un rôle important à jouer. Maintenant, est-ce que c'est à tort? À partir du moment où la France a des intérêts en Afrique, la France n'a aucun intérêt donc à laisser ces pays-là entre les mains des aventuriers, des gens en qui elle n'a aucune confiance. Et je pense que c'est pour cela, d'ailleurs, que finalement, nos dirigeants attendent leur légitimité de la France au lieu d'en attendre auprès de la population qui les a élus. C'est ce qui va faire que quand on élit un chef d'État africain, mais dès lors que la France ne se prononce pas pour féliciter ce chef d'État-là, mais on a l'impression que le chef d'État lui-même a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on fait les pieds et les mains pour que la France puisse se prononcer finalement. Et quand la France se prononce, on le brandit comme un trophée. Et je pense que à partir du moment où les choses se passent ainsi, on peut s'interroger sur la portée même de notre indépendance politique. Dans l'opinion publique, certains hommes d'État africains sont considérés, à tort ou à raison, comme des hommes de la France. On a évoqué Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, souvent considéré comme de la France, l'homme de la France, Omar Bongo aussi. On peut multiplier les cas. Même Ibrahim Boubacar Keïta, ce procès lui a été fait. Alors, sont-ils les prototypes de l'homme de la France? Certains le font avec un peu trop de zèle parfois, professeur Bachana. Non, je ne le dirais pas ainsi. Tout est fonction du pays qu'on est appelé à diriger, des contextes du moment, des crises dont il faut trouver les solutions et la façon dont on est arrivé au pouvoir. Tous ces éléments-là mis ensemble amènent nos dirigeants à avoir une certaine posture. Vous parlez de Alassane Ouattara, mais avant lui, on a évoqué le cas de Houphouët-Boigny, qui a été véritablement, il faut le dire ainsi, l'un des exemples types de la France-Afrique, de la France-Afrique. Ou du réseau France-Afrique. Et justement, vous avez vu
toute, je ne veux pas dire la mollesse, mais la bienveillance avec laquelle les relations avec la France sont entretenues. Lorsque vous prenez aujourd'hui le président Alassane Ouattara, moi je pense qu'il ne peut pas faire autrement que de s'allier ou de s'assurer du soutien de la France au contexte, ou plutôt au regard du contexte dans lequel il est arrivé au pouvoir, tout le monde le sait. Et les 10 ans passés au pouvoir, tout le monde sait aussi que les résultats positifs qu'il a pu engranger l'a été grâce, dans une certaine mesure, à l'appui d'un certain nombre d'intérêts économiques français. Vous parlez de Ibeka en France, au Mali. Effectivement, Ibeka n'aurait pas pu gagner l'élection en 2012 si il n'avait pas eu le soutien de la France. Et ça me ramène un peu dans le débat togolais. Il faut dire que au début des années 90, et notamment après la conférence nationale souveraine que le Togo a organisée en 91, les figures qui étaient considérées comme présidentiables au Togo, chacune de ces figures avait donné l'impression d'être soutenue par une certaine puissance. La France, notamment Edem Koyo, ça tout le monde le sait. À un moment, le président, Agbouibor, le premier ministre Agbouibor, a été présenté à tort ou à raison comme l'homme de l'Allemagne. Puis, Gilles-Christ Olympio, en raison de ses relations, les relations de son parti avec. Voilà. Et Gilles-Christ Olympio allemand, comme étant l'homme de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Dans ce contexte-là, on peut même comprendre, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, le choix que le président Eyadema a fait en 1994 sur la personnalité de Edem Kodio pour diriger, au poste de Premier ministre en lieu et place de Yaovi Agbouibor. Là aussi, je pense, c'est vrai que je n'ai pas d'éléments scientifiques à prouver, mais je pense que les liens de Edem Kodio avec la France et les liens du président Eyadema avec la France auraient énormément joué dans le choix de Edem Kodio. Aujourd'hui, on le sait, et vous l'avez dit, quand on veut être premier responsable d'un pays, on s'assure le soutien d'un certain nombre de puissances. Maintenant, la question qu'il faut se poser, à quand la fin de cette sorte de soumission des États africains aux grandes puissances et dans le contexte de l'Afrique francophone à la France? Est-ce qu'il peut y avoir une fin dans la mesure où, dans le discours politique des opposants, on sent une volonté de rupture épistémologique avec le cordon ombilical colonial, mais dans les faits, ces mêmes opposants recourent à la France régulièrement pour prendre le pouvoir. Non, en fait, vous l'avez évoqué. Je pense que c'est un discours creux. C'est-à-dire ce discours que les opposants nous servent, c'est un discours que... Prenez le cas d'Alpha Condé. Il a passé plusieurs années dans l'opposition. Et quand vous écoutez son discours, au moment où il était dans l'opposition, mais la réalité du terrain actuel tranche avec ce qu'il disait à l'époque. Et aujourd'hui, lui aussi, il fait la cour à la France pour que sa candidature au 3e mandat puisse être validée, puisse ne pas être critiquée. Donc, il y a un discours qu'on sert quand on est dans l'opposition, mais il y a une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que ceux qui, aujourd'hui, sont dans l'opposition, demain, quand ils vont arriver au pouvoir, il y a d'abord les fameux accords de coopération dont nous avons parlé, dont les opposants au pouvoir ne peuvent pas s'en démarquer, s'en départir. Et il y a toute la coopération, il y a toute l'aide au développement, même si c'est un concept que je n'apprécie pas trop bien, mais il y a ça. On a besoin de l'argent pour gérer le pays. Et donc, vous ne pouvez pas tourner le dos à votre bienfaiteur. La France, je le dis ainsi, même si dans la réalité, ce n'est pas de la bienfaisance. Celui qui peut vous aider à gouverner votre pays pour qu'il n'y ait pas de contestation en interne,
Vous ne pouvez pas lui faire tout. Et donc, moi, je pense certains l'ont essayé et réussi avec des résultats justement, moi, je prends le Rwanda, par exemple, de Paul Kagame. Justement, avant même d'aller au Rwanda de Paul Kagame, ce qu'il faut noter, c'est que ceux qui ont voulu le faire en Afrique occidentale en ont fait les frais. Prenez Sankara. Le cas de Sankara est assez illustratif. À un moment donné... Le cas Sylvanus Olympio aussi. Sylvanus Olympio, j'en ai déjà parlé. À un moment donné, Sankara a voulu faire un développement auto-centré sur la Haute-Volta. Et on a vu comment il a fini. Laurent Gbagbo, il est à La Haye aujourd'hui du fait qu'à un moment donné, son discours était de faire en sorte que la Côte d'Ivoire prenne sa destinée en main. Mais est-ce que ce n'est pas un discours opportuniste en ce qui concerne Laurent Gbagbo, parce que lui aussi, il est porté par... Ce n'est pas aussi opportuniste une frange politique justement, il y a France qui n'était pas au pouvoir. Une frange politique qu'il a portée, mais à un moment donné, justement, c'est que même cette frange politique en France, étant dans l'opposition, sert un discours pour dire que, pour attaquer, pour tacler ceux qui sont au pouvoir. Mais quand le pouvoir va changer demain, mais ils ne vont pas faire le contraire de ce qu'ils disaient quand ils étaient dans l'opposition. Prenez le cas de François Hollande. François Hollande, mais avant d'arriver au pouvoir, il a servi un discours en disant que dès que je vais arriver au pouvoir, la France-Afrique, ce sera terminé. Mais quand il est arrivé, mais il y a Christophe Boisbouvier qui a produit un ouvrage qu'il a intitulé « François Hollande, l'Africain ». Et dans son analyse, il a montré qu'il a été le plus africain que tous les présidents français. Voyez. Donc, il y a même Emmanuel Macron a promis la rupture, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au retour en force de la France-Afrique avec quelqu'un qui ressemble beaucoup? Moi, j'ai lu certains articles là-dessus. On présente son ministre des Affaires étrangères, Yves Le Drian, comme le nouveau Foka. Hein? Oui, je pense que c'est une réalité. Foka moderne. Cette affaire-là, je ne pense pas que ça puisse terminer aussi vite que beaucoup le pensent. Et il y a un cas dont on n'a pas suffisamment parlé, c'est Omar Bongo. Omar Bongo, s'il a pu durer ainsi au pouvoir, c'est qu'à un moment donné, la France, au moment où vraiment il y avait de la virulence au niveau de la contestation en interne, la France a brandi les accords de coopération militaire pour pouvoir le sauver in extremis. Et ça n'a pas du tout été apprécié par ses opposants. Et donc, il y a de ces cas-là où, finalement, on se demande à quand la fin, comme vous l'avez si bien dit. Prenez Compaoré, c'est par là que je vais terminer. Compaoré, au moment fort de la crise, c'est un avion français qui l'a extirpé. C'est tout un symbole. Au moment où son peuple voulait lui faire la peau, c'est la France qui arrive in extremis pour l'extirper. Et ça voudrait dire que la France vient sauver son bienfaiteur qui a maille à partir avec son pays. Donc, ce vœu des Maliens, par exemple, quand j'entends la société civile malienne qui veut se départir de ce réseau France-africain, est-ce que c'est un vœu pieux? Je pense que, je ne veux pas dire un vœu pieux, illusoire, mais il est fortement à parier que ce vœu ne soit pas une réalité. Et on l'a dit très bien, les intérêts guident le monde et la France a beaucoup d'intérêts dans les pays africains. Les pays africains ont également un certain nombre d'intérêts avec la France. Est-ce que l'enjeu c'est de quitter la France? Vous évoquez un certain nombre de dirigeants, notamment Paul Kagame, qui, vous le dites, a rompu avec ce qui pourrait être considéré comme la France-Afrique. Mais je voudrais qu'on précise que Paul Kagame, ou du moins le Rwanda, a eu une histoire particulière. Ce n'était pas véritablement une colonie française. C'était d'abord une colonie allemande avant d'être cédée à la Belgique. À partir de ce moment-là, le Rwanda n'a pas la même histoire. Le second élément qu'il faut relever, c'est le contexte génocidaire. Paul Kagame arrive dans un contexte où le Rwanda a connu beaucoup de milliers de morts et à partir de ce moment-là, il a bénéficié d'une certaine bienveillance des puissances occidentales.
les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France a été obligée de suivre. Lorsque vous prenez d'autres pays, le contexte n'est pas le même. Le Congo démocratique aujourd'hui, le Congo Brazza aujourd'hui, un certain nombre, Sassou Nguesso, le Tchad avec Idriss Déby. Le Tchad avec Idriss Déby, il vous en souvient, en 2008, si ma mémoire est bonne, les rebelles ont presque investi le palais présidentiel de N'Djamena. C'est suite à l'intervention de la France que ces rebelles-là ont pu être repoussés. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez donc que nos pays aussi, ou du moins nos dirigeants, ont un certain nombre d'intérêts. Et puis, il faut le dire, dans un contexte sécuritaire marqué par des violences et un terrorisme grandissant, on peut se demander, est-ce que nos dirigeants peuvent faire autre chose que de faire ce qu'ils font aujourd'hui? D'autant plus que les armes pour faire la guerre, les renseignements, même l'économie, vous ne pouvez pas tout dérouler sans que les puissances occidentales n'interviennent. Oui, maintenant, ça, c'est la question fondamentale. Même si vous coupez le cordon avec la France, mais lorsque moi j'analyse, c'est peut-être vendre un voleur pour acheter un sorcier. D'autant plus que, c'est vrai, un certain nombre de dirigeants africains qui pensent tourner dos à la France se dirigent plutôt vers d'autres puissances. La Chine, les États-Unis, la Russie de plus en plus, la Turquie de plus en plus. Avec ce qui se passe en Libye. Ce ne sont pas non plus des pays qui viennent parce que vous êtes très beau et qu'ils veulent vous entretenir. C'est des pays qui ont également des intérêts économiques à réaliser. Mais justement, est-ce que ce n'est pas l'occasion de profiter de ces offres plurielles pour maintenir une forme d'équilibre, hein, ne pas avoir une exclusivité avec une puissance? Non, je pense que c'est un peu... Le contexte s'y prête. Le contexte actuel s'y prête. Mais la question par rapport à la France-Afrique, c'est que à chaque fois, la France brandit les accords qui la lient aux anciennes colonies africaines. Oui, mais pour ces accords même, expliquez-nous un peu. Les accords n'engagent que les signataires. Donc, est-ce qu'on ne peut pas remettre en cause ces accords? Ah ben, quel est ce chef d'État audacieux, courageux, qui va lever le petit doigt dans le contexte actuel pour pouvoir remettre en cause ces accords-là? Et vous avez des mauvaises langues qui disent même que les chefs d'État qui osent le faire, la France leur met à dos des rebelles. Oui, mais est-ce que les accords sont encore en vigueur? Ces accords, est-ce qu'ils ne peuvent pas être relus par nos députés à l'Assemblée nationale? Ah, mais vous savez, en 2013, déjà, quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a promis la relecture de ces accords, notamment les accords de défense. Et donc, il y a eu une première tentative qui a été lancée. On a essayé de revoir un peu, surtout par rapport... Vous savez, il y a des accords secrets et des accords connus de tout le monde. Et les accords secrets, j'ai évoqué un aspect tout à l'heure en disant que lorsque, par exemple, par rapport à ces accords-là, c'est quand une armée externe attaque votre pays que la France intervient pour la repousser. Mais il y a une clause qui n'a pas été rendue publique qui dit que même en interne, quand il y a de la rébellion, quand par exemple l'opposition veut arracher le pouvoir avec des armes, la France peut intervenir pour rétablir le pouvoir de son ami. Et ça, c'est assez grave. Et donc, sur cet aspect-là, Sarkozy avait demandé qu'on puisse revoir. On a essayé de colmater les brèches, mais ce n'est pas évident que tous ces accords-là, les cartes soient rebattues pour qu'on puisse remettre à plat ces accords-là. Et c'est là où je reviens sur ma question précédente en disant si nous sommes véritablement indépendants. Parce que je pense, à mon avis, que nos assemblées, nos députés, nos élus
s'ils incarnaient véritablement, comment dirais-je, leur population, devraient être en mesure de demander une relecture en profondeur de ces accords-là pour essayer de voir clair, regarder clair. Ne serait-ce que prendre connaissance. Prendre connaissance et puis essayer de discuter, de renégocier ces accords-là pour que cela puisse aller dans l'intérêt des populations qu'ils sont supposés représenter. Mais je ne pense pas que cela puisse se faire assez rapidement. Mais professeur Bachara, est-ce que à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, est-ce qu'il faut continuer par appliquer des accords qui datent de 1960 D'abord, ces accords ne sont pas connus par le grand public. Peut-être vous, les historiens, vous avez lu quelques traces. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de sortir un ouvrage sur ces accords secrets, par exemple, au lieu de nous parler de Nicolas Grunitzky? Non, je pense que parler de Nicolas Grunitzky est aussi important que de revisiter les différents accords qui ont été conclus entre les États africains et leurs anciennes colonies, et en particulier la France. Mais je pense qu'il faut relativiser. Il faut relativiser en ayant à l'esprit que nos États sont pour la plupart des États fragiles. Nos régimes ne bénéficient pas non plus totalement d'une certaine légitimité populaire. Nos assemblées nationales sont plutôt des caisses de résonance. À partir de ce moment-là, je pense que c'est un jeu d'équilibre qu'il faut chercher à avoir. C'est-à-dire, même ces accords-là, pour être appliqués, doivent l'être dans un contexte particulier. Vous voyez, on dit, même à l'intérieur, lorsque la situation est telle que un président élu est embêté de l'intérieur par ses opposants ou par la société civile, il n'est pas exclu que la France intervienne. Je pense que là aussi, il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire, on laisserait alors le boulevard à quiconque veut, parce qu'il a la force aujourd'hui de renverser les institutions. Moi, je pense qu'il faut pouvoir sauvegarder ces institutions et lire ces accords à la lumière des intérêts réciproques. C'est-à-dire économique, les intérêts aussi bien de la France que les intérêts des pays avec lesquels la France a signé ces accords-là. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. Vous avez des armées dont les principaux officiers ont été formés ou suivent des cours de recyclage dans les pays occidentaux. Et en l'espèce, la France. À partir de ce moment-là, ne soyez pas étonnés que ces accords, notamment de défense, ne soient pas connus de la grande majorité des populations et que soient appliqués. Maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, est-ce qu'il faut mettre tout sur la place publique? Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut mettre sur la place publique. Mais il y a aussi, dans le contexte diplomatique, les informations qui peuvent avoir des conséquences sur la sécurité de l'État. Je pense que ces informations-là doivent pouvoir être gardées secrètes et ne soient manipulées que par les experts. D'ailleurs, vous le savez bien, en tout cas les historiens le savent, toutes les archives n'ont pas la possibilité d'être ouvertes en raison de la sensibilité des informations qu'elles contiennent. Certains pays tentent quand même de rogner cette exclusivité française. On prend par exemple la Centrafrique avec une certaine accointance avec la Russie. On a vu la junte malienne. Et les premières audiences s'accordaient, c'était pour la Russie. Il y a la Chine qui pénètre de plus en plus l'Afrique. Les États-Unis ont un regard bienveillant sur certains pays. Donc, vous l'avez évoqué, il faut profiter donc de ce contexte-là pour pouvoir, non pas rompre de façon brutale ces accords au détriment d'un ou de l'autre camp, mais choisir le meilleur équilibre pour l'intérêt des pays. Oui, je pense que c'est indiqué dans ce contexte précis d'évoluer vers la multiplicité des relations. Vous voyez,
l'aide au développement qui a été appliquée par la France a montré ses limites depuis les années 1980. Et déjà, à l'époque, il y a eu un certain nombre de dirigeants africains, notamment Mobutu Sese Seko, qui, dans un discours lors d'une conférence des Nations Unies, qui a critiqué vertement l'aide promue par la France et les pays occidentaux en disant, mais finalement, qui aide qui? Et à partir de ce moment, Mobutu même a tenté une aventure vers la Chine. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que les États, nos États rechignent à diversifier les relations pour passer du bilatéral au multilatéral. Sinon, le contexte d'aujourd'hui, c'est lequel? Tout le monde convient que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Ça, les puissances occidentales et toutes les grandes puissances du monde le disent, eu égard à un certain nombre de réalités évidentes. Maintenant, à partir de ce moment, il me semble indiquer que nos chefs d'État doivent poser des actes courageux, des pas courageux, pour essayer de voir quel type de coopération peut aller dans l'intérêt de leur population. Mais si on prend l'exemple du Togo, est-ce que lentement mais sûrement, on n'assiste pas à une diversification des relations? Quand vous voyez le lien entre le Togo et les États-Unis avec le Millennium Challenge Account, oui, il y a eu des contacts avec l'Allemagne, Angela Merkel, une réunion au cours de laquelle des promesses ont été faites. La Chine est très introduite au Togo. Quand vous lisez très bien, il y a certains secteurs qui restent une exclusivité de la France. Prenez par exemple le secteur portuaire, maritime, c'est une exclusivité de la France. Donc on essaye quand même de faire une ouverture vers certains pays comme la Chine pour ce qui concerne les BTP, même l'aéroport, les infrastructures, etc. Mais moi, mon inquiétude par rapport à cela, en même temps que nous prônons une diversification des accords, il faut également chercher à savoir ce que cachent les ambitions des uns et des autres. Vous savez, la Chine, pendant longtemps, a dit que, écoutez, on était tous des pays en développement. Et à la conférence de Bandung en 1955, on s'est promis assistance mutuelle. On s'est dit que le jour où l'un d'entre nous sera émergé, nous allons pouvoir nous tendre la main, etc. Donc, vous pensez que... Et certains chefs d'État croient aveuglément à ce discours-là. Et vous pensez que la Chine viendrait en Afrique pour pouvoir nous accompagner sans contrepartie? Déjà, dans certains pays comme l'Angola et autres, on a appris que la Chine a confisqué des infrastructures qui ont été construites, qui ont été réalisées, parce que justement, le pays n'était pas en mesure de rembourser les dettes. Donc, je pense qu'il y a une situation qui est en train de se mettre en place, où on pense que la Chine peut faire mieux que les États, les pays occidentaux, mais on ne prend pas suffisamment le temps de scruter l'offre que la Chine propose à nos États, et le risque, c'est que tôt ou tard, qu'on regrette qu'on s'est jeté dans cette coopération-là sans en avoir pris connaissance à fond. Un dictat africain qui dit qu'il ne faut pas vendre le voleur pour aller acheter le sorcier. Professeur Batiana, on tend vers la fin de ce forum. Vous qui avez lu l'ouvrage, quel regard portez-vous sur son contenu? Qu'est-ce qu'il faut en dire en amont? Et comme je l'ai dit en introduction, je salue la qualité du travail qui a été fait. Moi particulièrement, moi qui pensais avoir une idée suffisamment précise de tout le processus du Togo de 46 à 67, j'ai appris un certain nombre de choses à travers cet ouvrage. Mais il y a un certain nombre de questions, je pense que nous devons continuer par creuser pour le mettre à la lumière. Un, par rapport au premier élément, c'est
moi j'ai trouvé ça assez extraordinaire que en ce moment où l'Allemagne se considérait, ou les Allemands se considéraient comme la race aryenne, et interdisait d'ailleurs une sorte de relation avec les Noirs, que le père de Nicolas Grunitzky ait pu avoir près de 6 femmes africaines. J'ai pu noter avec curiosité que Nicolas Grunitzky lui-même, qui était considéré, qui était un métis, et il faut le dire, à l'époque considéré comme une race plus ou moins supérieure aux Noirs, se soit comporté également en polygame. Ça, c'est le premier avec élément. 4 femmes. Avec 4 femmes et environ 14 enfants, en tout cas connus. Le second élément sur lequel je voudrais nous inviter à approfondir les recherches, c'est justement la place qu'occupaient les Afro-Brésiliens et les Métis dans le contexte de décolonisation africaine, et en particulier au Togo, et quelle était l'image des autres Africains par rapport à ces Afro-Brésiliens et Métis qui ont été caractérisés par Sylvanus Olympio et Nicolas Grunitzky. Deuxième élément. Troisième élément, c'est justement le rôle que Nicolas Grunitzky aurait joué dans les événements de 1963 et chercher davantage à creuser pour connaître les tenants et les aboutissants de ces événements de 1963. Et quatrième élément, c'est justement le fait que Nicolas Grunitzky ait fait sa formation en France, qu'il choisit le Dahomey pour son premier exil, la Côte d'Ivoire pour son second exil. Quel était alors le rôle des Dahoméens, ou en tout cas des Béninois aujourd'hui, et des Ivoiriens dans le jeu politique togolais, lorsqu'on sait que entre Nkrumah et Sylvanus Olympio, c'était pas une lune de miel. Donc voilà un certain nombre de questions que l'on peut se poser qui permettent d'approfondir les recherches sur le Togo. Alors, Nicolas Grunitzky, le nationaliste trop prudent ou l'homme de la France, c'est l'un ou l'autre? Nous avons dit dans la conclusion de cet ouvrage que Nicolas Grunitzky est la somme des deux. Parce que, justement, il y a certains qui pensent qu'il n'a jamais été nationaliste, mais quand on voit les pas qu'il a posés, notamment aux différentes tribunes des Nations Unies, des discours qu'il a tenus, et même en 1963, lorsqu'il est venu prendre le pouvoir, et lorsqu'il s'est présenté aux élus du peuple, son discours qui a tendu à faire croire qu'il était venu pour parachever l'œuvre de décolonisation, on peut dire que ce n'était pas quelqu'un qui était foncièrement contre le nationalisme, parce que, justement, il avait une approche que ne partageaient pas ceux qu'on appelait à l'époque les nationalistes, mais cela ne voudrait pas dire non plus qu'il était contre le nationalisme. Alors, l'homme de la France, parce que d'abord, il a été l'un des porte-flambeaux de l'idéologie de l'administration coloniale au Togo. Et à bon droit, puisque lui-même, il a été formé en France, il a la nationalité française, et pendant longtemps, la France l'a mis au devant de la scène pour lui permettre quand même de s'essayer en politique et après de sauvegarder les intérêts français au Togo. Mais au finish, la France même s'est rendue compte qu'elle s'est trompée de personne parce que Nicolas Grunitzky n'avait pas le punch nécessaire pour pouvoir incarner toute cette diplomatie française visant à défendre les intérêts français au Togo. Faut-il donc le réhabiliter, Nicolas Grunitzky? Je pense que Nicolas Grunitzky mérite d'être réhabilité. Vous savez, les nations produisent leurs héros. Et Nicolas Grunitzky n'a pas été un kidam. C'est quelqu'un, quand même, qui a présidé aux destinées du Togo
pendant 4 ans. Et je pense qu'il faut réhabiliter sa mémoire. Aujourd'hui, en dehors de la rue qui porte son nom à Lomé et de sa photo qu'on brandit pompeusement lors de la célébration de la fête de l'indépendance, mais rien ne reste de lui. Et sa tombe qui juste la mairie d'Atapamé, rien ne reste de lui. Donc je pense quand même que pour un président, il faut le réhabiliter. Et par extension, je pense que tous les anciens présidents méritent d'être réhabilités. Quand on voit un peu dans le paysage des anciens présidents togolais, il n'y a que le président Gnassingbé Eyadema dont la mémoire est suffisamment soignée. Et je pense que les autres aussi méritent que leur mémoire soit ainsi soignée. Mais cette réhabilitation doit passer par la relecture de l'histoire aussi, l'enseignement de l'histoire. C'est un rôle qui vous incombe. La relecture, c'est ce que nous sommes en train de faire, en essayant de faire quand même des biographies ou des histoires de vie sur ces personnes-là pour les sortir de l'ombre, lever un coin de voile sur leur personne. Et je pense que nous sommes conscients de ce qui nous revient comme tâche, et c'est ce que nous faisons. Maintenant, pour ce qui concerne l'enseignement, vous savez que il n'appartient pas aux seuls historiens de se prononcer par rapport au contenu pédagogique. Il y a le ministère en charge de l'éducation nationale qui doit pouvoir jouer également son rôle. Oui. Professeur Batchala, très rapidement pour terminer avec vous, est-ce que ce n'est pas Nicolas Grunitzky lui-même, d'une façon ou d'une autre, qui s'est effacé dans l'histoire en n'ayant pas d'héritier politique, à proprement parler? Même ses fils en politique, on n'en a pas beaucoup vu. Il s'est effacé de lui-même, on va dire. Non, je ne pense pas qu'il se soit effacé de lui-même. Ce sont ceux qui lui ont succédé qui l'ont effacé. Il faut le dire et le marteler. Moi, je considère Nicolas Grunitzky ni comme un nationaliste trop prudent, ni comme un homme de la France. C'est tout simplement un patriote réaliste qui sait apprécier les événements à la lumière des contextes. Et en définitive, lorsqu'on regarde de très près le débat entre nationalistes et progressistes de 46 à 58, moi j'ai l'impression que finalement, ce sont les idées de Nicolas Grunitzky qui ont prospéré, puisque l'indépendance n'a pas été proclamée en 58, elle l'a été qu'en 1960. Donc, chercher à négocier et à discuter avec la France, c'est ce que les nationalistes ont fait. Nicolas Grunitzky est pour moi un patriote réaliste dont la mémoire, comme les autres, doit être réhabilitée. Alors, une dernière question, juste là, je cherche juste un nom qui ressemble le plus dans le champ politique togolais à Nicolas Grunitzky. C'est une question colle. Le profil, pas Edem Kodjo? Oui, on peut dire Edem Kodjo, parce que quand on voit un peu Edem Kodjo, si je veux enchaîner avec ce qu'il vient de dire, Edem Kodjo, durant toute sa politique, a cherché à être un réaliste, un homme politique réaliste, ce que beaucoup ne lui ont pas toléré. Merci. On va rester donc avec cette analyse. Merci beaucoup, professeur Batchala, d'être passé. Merci. C'est plutôt nous qui vous remercions pour le plateau, mais je ne crois pas que Edem Kodjo, de son vivant, accepte d'être l'héritier de Nicolas Grunitzky. Je suis dans le centre. Heureusement que ça allait aller. Alors, on va dire le livre, l'ouvrage Nicolas Grunitzky, 1913 à 1969. Le nationaliste trop prudent ou l'homme de la France, c'est écrit par Komlan Cousin et Kofino Topechigbe, que vous pouvez trouver aux étudiants l'Harmattan. Donc c'est la fin de ce forum. Merci beaucoup de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.